Il y a quelques années, dans une décharge, je tombais sur une boîte à chaussures éventrée, autour de laquelle gisaient de vieilles photos, du courrier et divers documents. Touché, j'ai tout ramassé. Cette boîte appartenait à une dénommée Odette Picot. Elle ne m'a plus quittée. Depuis ce temps, je glane et collectionne les petits vestiges du passé, comme les curiosités. Des reliques, des collections précieusement rangées. Mon univers chargé se compose des souvenirs des autres, inconnus, qui se mêlent aux miens. Des objets précieux ou anodins qui me parlent d'un temps que je n'ai pas connu ou que je voudrais revivre ou inventer. Je travaille avec des poupées depuis plusieurs années et il se trouve que je n'ai joué qu'à ça quand j'étais enfant. Je n'ai joué qu'à la poupée, je n'ai que des souvenirs de ça. Et donc ça m'est revenu assez naturellement. Et parfois je me dis, quand je travaille dans mon atelier, que finalement je continue à jouer à la poupée parce que je les déshabille, je les rhabille. J'ai fait une fac d'art plastique. Pendant 4 ans, j'ai été jusqu'à la maîtrise. Et puis, je devais continuer mes études en DEA et faire un DEA sur le vêtement sacré. Et j'ai arrêté parce que là, j'ai eu mon premier enfant. Et voilà, et à partir de là, j'ai commencé à travailler toujours sur la mémoire avec des vieux objets, mais plutôt en faisant des bijoux. J'ai pas vraiment appris à coudre. J'ai vu ma grand-mère faire beaucoup quand j'étais petite. Et puis, assez vite, adolescente, j'ai commencé à bricoler mes propres vêtements et à m'y mettre. Mais j'ai pas de technique particulière et j'ai pas un savoir-faire appris à l'école. Je couds tout à la main, j'utilise jamais de machine à coudre parce que j'adore le temps de la couture à la main. C'est ce que je préfère dans mon travail, je pense. Il y a la phase de création où je recherche, où j'assemble, et puis après il y a ce temps-là où je viens tout fixer. Et ça peut durer des heures et c'est vraiment un temps que j'adore. Et voilà, qui me plonge dans un état un peu méditatif que j'apprécie beaucoup. J'ai pas une façon de faire mes aiguilles conventionnelles et ça faisait crier ma grand-mère parce que je fais des aiguilles dites de paresseuses. Je fais des fils extrêmement longs que je double et c'est vrai que comme je couds des matières un peu épaisses et parfois même du plastique quand je travaille les têtes de poupée, et ben j'ai besoin que ce soit très solide. Donc j'utilise du fil épais doublé et puis des fils longs pour pas avoir à refaire une aiguille tous les 5 minutes.
toujours été attirée vers les vieux objets, les vieux tissus qui portent des mémoires. Et j'ai, à partir de l'adolescence, commencé à collectionner un peu et puis à chiner, à garder ce que je trouvais. Et puis, il y a eu la découverte des affaires d'Odette Picot qui a été hyper marquante dans mon parcours parce qu'à partir de là, j'ai commencé à travailler sur la mémoire autour de cette femme-là. Et à partir de là, j'ai commencé à glaner, récupérer, stocker, étiqueter, en m'inspirant beaucoup du travail de Christian Boltanski, qui a vraiment été un artiste qui a compté énormément parce que son travail m'a beaucoup touchée, parce que ça m'a parlé par rapport à Odette Picot, par rapport à cette idée aussi de fiction. C'est-à-dire qu'on peut mentir, on peut rajouter des choses, on peut y mettre de soi ou pas, et puis se planquer un peu derrière la mémoire des autres. Donc ça m'intéressait beaucoup. Le fait d'avoir un très grand atelier et un hangar qui me permet de stocker beaucoup de choses, ça a aussi influencé beaucoup mon travail. Donc j'ai pu collectionner les poupées en quantité, les tissus, tout ce qu'on me donne. Généralement, j'accepte tout en me disant que ça pourra me servir. Et donc voilà, donc j'ai cette base un peu énorme de matière. Et je ne travaille qu'à partir de ça, j'achète jamais d'objets neufs et je ne couds qu'avec du fil ancien, qu'avec des aiguilles récupérées. Dans l'intention de leur faire raconter de nouvelles histoires, je les démonte, découpe, couds, pense, noue, recouvre d'étoffes et de dentelles anciennes, et les pare d'objets amoureusement glanés. Par un long travail de couture à la main, les poupées abandonnées renaissent en fétiches chargés de bonnes intentions, en personnages hybrides et étranges, des reliquaires porteurs d'une mémoire commune, pouvant, selon l'histoire de chacun, émouvoir, déranger, faire rire ou inquiéter. Mes poupées évoquent bien sûr la maternité et l'enfance, mais aussi la vie, la mort et la guérison. Odette Picot, donc je trouve, il y a 25 ans de ça maintenant, cette boîte à chaussures avec toutes ces affaires, donc beaucoup de courriers, de photos, de cartes postales. Et donc ça m'a permis, moi, de faire un peu ma petite enquête, de savoir qu'elle avait une fille, de savoir quel était le métier de son mari, etc. Et après, dans mon travail, j'ai jamais voulu en dire plus sur Odette Picot, c'est un peu par respect, parce que je trouve que c'est déjà beaucoup d'avoir ramassé ça alors que ça avait été jeté. C'est un peu mon secret, c'est entre elle et moi, quoi. Moi, je sais généralement d'où vient chaque objet, chaque tissu, chaque étoffe, chaque poupée, parce que je passe une grande partie de mon temps aussi à retrier mon matériel, à mes collections et à inventorier un peu tout ça. Et quand je travaille avec, moi je me raconte des petites histoires, je m'invente quelque chose et je donne un sens, mais c'est important aussi pour moi de ne pas le dévoiler après et de ce que je donne à voir finalement, c'est le rendu final, mais pas le cheminement. Ça peut m'arriver en discutant avec des gens qui sont intéressés de peut-être d'en dévoiler un peu plus, mais j'aime bien aussi laisser la place aux gens pour y mettre ce qu'ils veulent. Puis c'est assez amusant d'entendre parfois des analyses des gens qui vont être sûrs que ce masque-là ou cette bannière-là raconte ça, alors que moi c'est pas du tout ce que je me suis dit. Après ça m'est arrivé, certaines personnes qui étaient vraiment sûres d'elles ou qui voyaient plutôt des mauvaises intentions ou quelque chose de très morbide, de très noir. Dans ces cas-là, je leur explique que moi c'est pas du tout dans cet esprit-là que je travaille,
que s'il y avait de la magie, elle serait blanche et certainement pas noire. Et puis c'est vrai qu'il y a une part de mon travail qui est un petit peu, peut-être un peu grinçante, le fait d'utiliser des poupées, de les découper, d'utiliser des vieux objets, il y a des membres un peu disloqués, mais moi j'y mets pas un côté morbide. Je parle de blessures, mais plus de réparation que de mort finalement. Et puis aussi, ce que je répète souvent dans ces cas-là, quand les gens sont un petit peu dérangés par mon travail et par le fait que j'ai osé couper des poupées, enlever des jambes, etc., c'est que c'est quand même la plupart du temps des poupées qui viennent de la poubelle. Donc moi, j'estime qu'au contraire, je leur rends hommage et que je les ai un peu sauvées. Et que je pense qu'elles sont mieux ici, dans mon atelier, choyées et retravaillées que dans une benne de décharge. Fasciné par la beauté des vieilles bannières et encore plus impressionné lorsqu'elles sont portées à bout de bras lors des pardons, j'ai cherché à m'approprier ce rituel, passant des heures, des jours et des mois à coudre et à broder sur des tissus anciens. J'y ai intégré mes poupées, mes symboles, mes histoires et ma sensibilité. Mes bannières sont païennes et festives. Elles évoquent la féminité, la force et la maternité. Du coup, il faut que je m'approche ça. La première procession que j'ai faite, je ne savais pas à quoi m'attendre. Quand les bannières sont arrivées, tout le monde s'est tu et les gens ont naturellement suivi la procession. Et j'ai été assez impressionnée par ça, par la concentration et parce que ça provoquait chez les gens. Sur une autre procession, il y avait des gens en pleurs et là pareil, je ne savais pas trop quoi en faire, même si ça m'a touchée, mais c'est vrai que ça m'a impressionnée aussi de voir que mon travail pouvait évoquer ça. Et c'est vraiment le fait que les bannières soient portées et en mouvement, parce qu'en expo, en galerie, je pense pas que les gens pleurent devant mon travail. J'écoute beaucoup de musique et je vais voir énormément de concerts, en festival. Généralement, les processions, elles sont toujours liées à un festival ou un concert. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours un lien entre mes processions et la musique. Et donc, j'ai demandé à mon ami qui est musicien de créer une nappe sonore pour pouvoir accompagner les porteurs d'un son, d'une musique, un peu d'ambiance, pour décaler un peu les choses et quitter vraiment le pardon breton. Je demande toujours à des amis, dans la mesure du possible. J'aime que ce soit vraiment que des amis à moi ou des membres de ma famille qui portent les bannières. Et comme je suis seule à travailler pendant des mois en amont sur ces pièces-là, et ben j'aime être accompagnée des gens que j'aime. Il y a un moment donné où ça m'échappe dans la procession.
parce que je donne quelques consignes, mais pas tant finalement. Et puis le chaman, qui est un ami à moi, qui est musicien et poète, qui a fait toutes les processions et qui à chaque fois rédige un texte qui est lu à la fin. Je sais jamais ce qu'il a écrit, je sais jamais ce qu'il va dire, et j'apprécie ça aussi, que ça m'échappe un peu et que ça lui appartienne un peu d'une certaine manière. Un troupeau hurle à la mort. Un autre lui répond, au loin. Ils se précipitent l'un vers l'autre, vers le précipice. Puis ils se jettent dans le vide et traversent des fleuves de profondeur. Dans la terre vierge qui pleure, des troupeaux se jettent dans le vide. Sur les vitres des buildings, de standing, de business, des oiseaux se suicident, pulvérisent l'extérieur. Un troupeau hurle à la mort, et un autre lui répond, plus loin. Ils se précipitent l'un vers l'autre, vers le précipice, puis ils se jettent dans le vide et traversent des fleuves de profondeur. Une fois qu'elles explosent à l'intérieur, des fleurs normales apparaissent. Chaque minute, elles mutent. Chaque seconde, elles émettent un message imperceptible dans les failles du béton, dans les fissures qui se ramifient. Elles filtrent tout ce qu'il y a de lourd dans l'eau et dans l'air, dans la matière. Elles transforment les monuments en sable, en poussière. Un troupeau hurle à la mort et un autre lui répond. Ils se précipitent l'un vers l'autre, vers le précipice, puis ils se jettent dans le vide et traversent des fleuves. C'est une prière pour tous ceux qui veulent vivre. C'est l'interprétation naturelle de ce qui se passe, de ce qui arrive. C'est une prière pour tous ceux qui veulent vivre et donner la vie, profiter de la vie. C'est une prière qui s'infiltre dans leurs murs. Chaque minute, des oiseaux se suicident, pulvérisent l'extérieur. Chaque minute, elle mute pour tous ceux qui la suivent. D'étoile en étoile, et de glace en nuage, et d'étoile en étoile. Des oiseaux se jettent dans le vide. C'est juste une prière pour que tu ailles mieux, pour que tu n'aies pas peur, pour que je puisse t'entendre rire. C'est juste une prière pour que tu ailles mieux, pour que tu n'aies pas peur, pour que je puisse t'entendre rire. Que lors des processions, il y a vraiment quelque chose d'un peu fort qui se passe, de l'ordre du rituel, il y a quelque chose d'un peu solennel, les gens peuvent être émus ou impressionnés, mais c'est pas juste un spectacle de rue. Il y a vraiment quelque chose qui se joue, de l'ordre du sacré, en mettant la religion de côté. Et je pense que ça plaît aussi aux gens parce que ça nous manque aujourd'hui, je pense. Et pour autant, je pense qu'on a besoin de ces moments-là, de retrouver des rituels, des moments un peu forts, où on est porté par quelque chose qui nous dépasse un peu. Et de l'ordre de la communion, d'être ensemble, de faire ensemble, de porter ensemble.